Bonjour. Bien, bonjour à tous. Salut. Bienvenue dans ce webinaire animé par Media Connect, sur les clés des RP en 2025. Si vous ne nous connaissez pas encore, Media Connect, on est une filiale de l'agence France Presse dédiée aux relations presse. On a conçu un portail qui permet aux organisations de relayer leurs communiqués vers les journalistes pertinents. Donc, nous avons décidé de faire ce webinaire sur les tendances dans les relations presse en 2025 dans un contexte actuel qui offre peu de visibilité, à la fois en interne dans les organisations et en externe. Donc, on a voulu tracer quelques grandes lignes ensemble aujourd'hui. Ce webinaire sera plutôt une discussion qui inclut moi-même, mais aussi deux autres personnes. Donc, je me présente rapidement. Je suis Victor Clerc, donc le directeur des partenariats de Media Connect. Et donc, je suis accompagné aujourd'hui dans ce webinaire de Hugues Dago et de Lisa Villers, que je vais laisser se présenter rapidement. Bonjour, moi je m'appelle Hugues Dago, donc journaliste et responsable éditorial chez Media Connect. Avant d'arriver à Media Connect, j'ai fait quand même pas mal d'années dans le journalisme, 10 ans au total. Radio, télévision, reportage, présentation. Et en fait, dernière expérience c'est Canal+ pour l'info du vrai avec Yves Calvi. Et à Media Connect, on avait besoin d'un journaliste pour s'adresser de la manière la plus efficace qui soit au public journaliste et aussi communicant par rapport à la solution qu'on propose. Et donc, ce matin, on va voir ensemble pas mal de choses et notamment les contenus qu'on produit. Vous verrez qu'il y a un lien entre le sujet du jour et ce qu'on fait au quotidien ici à Media Connect. Bonjour, donc moi je suis Lisa Villers, je suis la fondatrice de Lisa Villers Communication, qui est une agence de relations publiques. On est une agence hybride à taille humaine. Notre spécificité, c'est qu'on fait du sur-mesure, donc des relations presse, de la communication de crise, du coaching de dirigeants également. Et aujourd'hui, moi je vais vous parler un peu des tendances RP pour 2025 qui sont directement en lien avec la manière dont Media Connect travaille. Merci. Donc, le webinaire durera 45 minutes au total. L'objectif, c'est de pouvoir animer cette discussion entre nous trois pendant une demi-heure. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat qui figure à droite sur votre écran. On aura également un replay qui sera disponible à l'issue de ce webinaire qui sera transmis à tous les participants. Voilà, donc je laisse la parole à Hugues. Donc le webinaire va être structuré en trois parties. D'abord sur les attentes des journalistes actuellement, les tendances RP en 2025 et puis les bonnes pratiques issues de cela. Hugues, je te laisse la main. Très bien, c'est à moi. Donc, les attentes des journalistes. Alors, vous l'avez bien vu, vous le savez, on est dans une époque qui est frappée par un grand mal, celui de l'infobésité. Alors, au global, de mémoire, 53% des Français disent souffrir de fatigue informationnelle. C'est un chiffre de la Fondation Jean Jaurès. Et dans le détail, les journalistes, c'est un peu la double peine pour eux, puisque en plus d'être citoyens submergés par l'information, eux, c'est leur boulot. Et en plus de ça, ils sont submergés, sursollicités, et n'ont pas forcément le temps. Et donc, il y a d'ailleurs tellement de contenu aujourd'hui que certains médias s'interrogent et cherchent à faire, entre guillemets, le ménage dans le volume de contenu même qu'ils produisent. Ce qui veut dire que vous, côté RP, ça vous oblige à vous questionner sur la manière dont vous vous positionnez dans ce contexte. Les articles qui sont produits en surabondance, il y a un qualificatif, c'est celui d'article fantôme. En fait, en gros, c'est une étude allemande qui considère que 80% des articles qui sont produits, qui mènent plus de temps à être produits comparé au temps de lecture des internautes, considèrent que ce sont des articles en gros qui n'ont pas d'intérêt dans l'absolu. Après, il y a un débat évidemment autour de cette question, mais ce qui est intéressant pour vous, c'est d'un point de vue RP, comment est-ce que vous pouvez émerger, comment est-ce que vous pouvez sortir du lot. Il y a une réponse immédiate à cela qui est évidente, mais quand même, c'est quand même important de l'avoir en tête. Vous mettre à la place, en fait, des journalistes. On a un exemple très concret dans le cadre des productions qu'on a sur la page Le Média, sur le site mediaconnect.com. On a notamment produit une vidéo avec un ancien journaliste à Europe 1 qui s'appelle Simon Rubin, qui est assez cash sur le sujet, puisqu'il dit qu'en gros, pas mal de communicants devraient considérer que les actualités de leur entreprise, dans l'absolu, n'intéressent pas grand monde et qu'il est important de les rattacher finalement
l'actualité, en fait, tout simplement, que ça entre en résonance, en fait, avec l'actualité, les sujets traités par les journalistes. Et donc, il a une solution très concrète qui est hyper intéressante, c'est le fait que les services de presse gagneraient à chaque jour organiser des vraies conférences de rédaction, comme on le fait dans des salles de presse. C'est-à-dire s'interroger tous les jours sur ce qu'il y a dans l'actualité et dans quelle mesure l'actualité propre à l'entreprise pourrait faire écho à la grande histoire racontée donc par les journalistes. C'est un exemple très concret que vous pouvez activer, je pense, assez facilement et qui est très utile donc pour vous mettre à la place de ces journalistes. Je ne sais pas d'ailleurs si, Lisa, comme vous avez plus une approche RP, est-ce que typiquement c'est une méthode que vous avez déjà utilisée ou alors pas structurée forcément comme une vraie conf de rédac, mais en revanche tout RP qui se respecte fait sa veille le matin, à la fois pour savoir ce qu'il y a dans l'actu et pour savoir quelles retombées ses clients ont récoltées ou son entreprise si il est chez l'annonceur ou dans une institution. Et c'est vrai que nous, à l'agence, ça nous arrive d'échanger quasiment tous les matins pour se dire, bon, OK, là, le sujet ce matin, c'est plutôt ça. Est-ce que c'est un frein par rapport à ce qu'on a prévu de pitcher ou pas? Et il nous arrive, quand on est sur des sujets qui ne sont pas des actus très structurantes, de se dire, bon, peut-être que là, il faut qu'on décale l'envoi de tel sujet et on est obligé d'être hyper réactif. Donc, on le fait de manière informelle. Après, c'est vrai que ce n'est pas toujours faisable et c'est là où je trouve que le retour de ce journaliste est vachement intéressant. Il faudrait que cette idée-là, elle soit remontée à des IRCOM ou à des patrons. Parce qu'en fait, quand vous avez un plan d'action, c'est difficilement entendable si ce n'est pas une actu structurante de dire on devait sortir cette info-là, mais en fait, ce n'est pas terrible. Avec le risque que, je comprends bien, mais avec le risque que on participe de la saturation, en fait, tout simplement, et que ça passe à côté, que ça manque la cible parce que l'actualité est ainsi faite, parce que la vie des rédactions est ainsi faite, et que quand bien même la chose a été préparée, et je comprends, les entreprises ont leurs enjeux, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais il y a le grand risque que ça tape à côté, malgré tout. Et c'est dommage de déployer autant d'efforts pour finalement faire un coup d'épée dans l'eau. Ouais, mais il y a, pour moi, le vrai frein à ça, moi je suis favorable complètement à ça, le vrai frein à ça, c'est quand vous avez un plan avec, par exemple, un plan marketing avec de la pub derrière ou des choses comme ça, où là, c'est difficile d'arrêter la machine, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas une science exacte, la planification. Alors, on avance. Donc, deuxième aspect concernant les attentes des journalistes, le fait tout simplement de bien identifier les audiences des journalistes eux-mêmes, des médias eux-mêmes. Et donc, je vous dis de vous mettre à la place des journalistes, mais mettez-vous aussi à la place des audiences qu'elles visent, en fait, tout simplement. C'est une bonne façon également de pouvoir viser juste, puisque il y a un élément quand même à avoir en tête aussi, c'est que une des mesures à partir de laquelle les journalistes aujourd'hui sont évalués par leur rédaction, c'est l'audience qu'elles réalisent, les vues qui sont générées par leur contenu. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, c'est vraiment un baromètre. Là, je parlais d'articles fantômes juste avant. Ça rentre parfaitement justement dans cette équation-là. Les rédactions, les journalistes sont évalués sur ce critère-là. Donc, essayez de vous mettre à la place également des audiences qui sont visées. Parce que les journalistes, eux, sont d'autant plus obligés dans leur quotidien d'avoir des sujets qui vont intéresser leurs audiences. Donc, si vous comprenez qui sont leurs cibles, vous maximisez également vos chances d'atteindre ces journalistes. Et je précise au passage, et c'est un chiffre qui est assez fort, l'attente numéro 1 des journalistes, c'est en gros à plus de 60%, 68% précisément, attendre des RP qu'ils comprennent leur audience cible et ce qui les intéresse. Donc, c'est vraiment un retour qui est massif de leur part vis-à-vis de vous, public RP. Donc, ça implique vraiment de vous mettre à la place de ces audiences-là. Et nous, à Media Connect, on interroge pas mal de nouveaux médias, puisque vous le voyez également, le monde média a beaucoup changé. Il n'a plus grand-chose à voir à ce qu'il était il y a même de cela 10 ans. Il y a pas mal d'acteurs qui émergent. Et donc, nous, on essaye de donner la parole aux uns et aux autres, puisque ça vous permet également à vous, public RP, de vous familiariser à la ligne éditoriale de ces médias, à l'audience qui est la leur, au public qu'ils visent.
Et je vous donne, par exemple, qu'est-ce que je vous ai mis comme exemple? Oui, on a interrogé les Échos, le directeur de la rédaction des Échos, nouveau directeur de la rédaction des Échos, Christophe Jacubizine, qui veut cibler les futurs jeunes décideurs et les femmes. Donc, c'est un positionnement qui est intéressant, parce que ce n'était pas forcément exactement le cas jusque-là. On a également donné la parole à, je pense, à la directrice de la rédaction du magazine Elle, qui s'est repositionnée. C'est un magazine qui se veut maintenant beaucoup plus sociétal pour aller dans le sens de la vague MeToo. Donc, typiquement, ce sont ce genre de repositionnement de médias qu'il est vraiment important de suivre de près. Et nous, à Media Connect, on a ce souci-là, donc c'est pour ça qu'on fait des contenus en ce sens. Et puis, je vous ai mis également l'article de 2050 Now, qui est un nouveau média écologique qui veut concilier écologie et économie, qui veut cibler en gros un public qui a moins de 35 ans, et qui est un public qui est très digital friendly, qui est très consommateur de vidéos. Donc, c'est le positionnement de ce média-là, vraiment adresser ces sujets sans culpabiliser, surtout à une audience qui est jeune et qui consomme beaucoup de vidéos. Donc voilà, vous mettre à la place de ces audiences, c'est vraiment important puisque ça vous positionne d'autant mieux par rapport aux médias que vous essayez de cibler. Si ça veut bien marcher. Un autre aspect concernant les attentes de ces journalistes, bon, vous le découvrez pas, on est dans ce monde où créateurs de contenu et journalistes cohabitent, donc il y a pas mal d'exemples sur le sujet. Il y a évidemment Hugo Décrypte, il y a Gaspard G, les deux d'ailleurs nous ont donné des interviews qui sont retrouvées sur notre page Le Média. Ce sont des acteurs qui arrivent entre guillemets, du point de vue de certains journalistes, sur leur plate-bande. Ce qui peut créer un peu de remous entre ces deux mondes. Et donc, ça a tendance à brouiller un peu les cartes. Je parle des créateurs de contenu qui produisent de l'information, mais à côté, il y a évidemment aussi ceux qu'on peut appeler les influenceurs en tant que tels, qui se servent essentiellement de leur image pour servir une communauté. Dans tous les cas, il est important, et on a fait une vidéo sur le sujet, de réussir à bien distinguer chacun des acteurs en question, parce que bien souvent, ce qu'on a vu, notamment lors d'événements importants, c'est que journalistes et créateurs de contenu sont mis dans le même sac, sont adressés de la même manière, se retrouvent à couvrir les mêmes actualités. Et en réalité, c'est pas forcément la bonne approche, puisque ce sont parfois deux mondes qui se regardent en chien de faïence et surtout qui ne s'adressent pas au même public, et qui n'ont pas les mêmes objectifs. Et on a fait une vidéo très intéressante sur le sujet avec Frédéric Fougera, directeur de la communication pendant très longtemps, qui a une vraie expertise sur le sujet. On avait fait une série de vidéos sur cette question, voilà, sur le fait qu'il fallait vraiment distinguer chacun des acteurs parce que ce ne sont pas les mêmes en fait, tout simplement. Donc vous, en tant que RP, si on avait une recommandation à vous donner dans ce nouveau contexte qui est en train de se dessiner, c'est de vraiment distinguer le rôle de chacun, les objectifs de chacun, et de surtout pas les associer, les mélanger dans votre démarche RP. Pardon. Voilà. Et pour terminer un dernier aspect, je ne vais pas m'éterniser, c'est plutôt une bonne pratique, voilà, dans les attentes des journalistes, parce que c'est quelque chose qu'on a observé et qui a nécessité le fait qu'on rédige un contenu sur ce sujet-là. Qui a fait beaucoup parler d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Ça a fait beaucoup parler, effectivement, mais parce que je pense qu'il y a une incompréhension. Ça part d'un bon sentiment, je comprends qu'on soit communicant et qu'on se dise chouette, l'article est super, ou l'article, le reportage, télé, radio, peu importe, c'est super, parce que vous, en tant que communicant, vous représentez les intérêts d'un dirigeant, d'une entreprise, etc. Donc c'est bien pour vous. C'est une forme de earned media, ça ne vous a pas coûté grand-chose d'un point de vue économique, et ça fait une bonne visibilité pour vous. Ça peut se discuter. Sauf que, ça peut discuter que ça n'a rien coûté, parce que c'est une idée reçue, ça, mais bon. En termes de économique ? Bah oui. Ça a coûté le temps de travail de l'attaché de presse. Ah oui, bien sûr. Si on compte en temps, rémunération du temps horaire, bien sûr. Effectivement, oui, c'est vrai. Je voulais dire simplement en dispositif qui nécessiterait parfois on fait non, mais il y a pas de dépenses budgétaires associées à ça, ouais.
effectivement. Mais donc, ça part d'une bonne intention. Sauf que ne pas oublier qu'un journaliste, je parle en connaissance de cause, on a tendance à vouloir se sentir le plus indépendant possible dans notre quotidien et avoir le sentiment d'être le moins susceptible de connivence avec qui que ce soit. Or, ça peut donner ce sentiment-là, surtout quand le merci est fait publiquement. Et je vais vous donner un exemple très concret, alors là, qui va vraiment au-delà du simple merci. Quand j'étais à Canal+, j'avais été personnellement déstabilisé parce que j'avais reçu à la rédaction une bouteille de champagne, une très belle bouteille de champagne. C'était un article sur un sujet immobilier, c'était un promoteur immobilier qui avait été très content du sujet et qui, pour me remercier, m'avait envoyé une bouteille de champagne. Et donc, à la rédaction au courrier, j'arrive, je reçois une bouteille de champagne et le remerciement du service de presse en question. Donc, c'est un peu déstabilisant parce que forcément, les autres journalistes vous regardent un peu comme ça, genre, qu'est-ce qui se passe? Parce que voilà, c'est un peu c'est pas dans notre nature, en fait, de pouvoir être soupçonné de s'acoquiner avec les uns les autres, d'autant que il y a un contexte, celui de la défiance dont sont victimes les journalistes. Le baromètre de la confiance, Lacroix, Kantar rappelle souvent que plus de la moitié des Français ne font pas confiance aux médias. Donc, raison de plus dans ce contexte de vraiment prendre toutes les précautions d'usage. Et pour terminer, on a fait un article donc sur cette question-là et où on avait interrogé des journalistes et des communicants sur cette pratique-là. Et je vais vous citer un des journalistes qui nous avait même dit si je suis remercié par un communicant, je me demande si j'ai vraiment bien fait mon travail, parce que cela veut dire que je n'ai pas assez creusé. Voilà. Parce que pour lui, c'est suspect. C'est suspect. Donc voilà, ayez bien ça en tête également, parce que donc c'est un sujet qui a quand même effectivement, Lisa a bien raison de le rappeler, qui a agité la toile il y a quelques temps. Donc dans votre approche RP, ça me paraît également fondamental de bien l'avoir à l'esprit, parce que à nouveau, nous n'avons pas le même rôle en tant que journaliste et communicant. J'ai coutume de dire qu'un journaliste vous dit ce qu'il doit vous dire, puisque sa mission, c'est d'informer. Et un communicant a plus tendance à vous dire ce qu'il a envie de vous dire, parce qu'il sert des intérêts légitimes, de son point de vue, à la fois d'un dirigeant ou d'une entité, une entreprise. Donc voilà. Là-dessus, Lisa, sur la pratique du merci, est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? Alors, moi, je ne le fais pas, pour être tout à fait honnête, parce que, alors, peut-être parce que j'ai très vite compris, moi, j'ai fait, en fait, j'ai beaucoup de camarades avec qui j'ai fait mes études qui sont devenus journalistes, donc très tôt, en fait, on a échangé sur ces questions-là. Mais moi, j'ai très vite compris que c'était inadapté, en fait. Et je trouve le pire, alors, je ne le fais pas, par contre, je cite les journalistes quand il y a un papier. En fait, quand je le partage sur les réseaux, je les cite, mais je ne les remercie pas. Et je n'ai jamais reçu de message me disant que quand même, tu aurais pu me remercier. Donc, voilà. Bon. Et par contre, ce que je trouve le plus étrange, il y a une autre raison pour laquelle il ne faut pas remercier, à mon avis. Il y a, oui, la défiance. Ça, c'est une raison majeure. Mais il y a une autre raison. C'est le développement du paid media et des articles sponsorisés. Et en fait, quand vous remerciez… Alors, ils ne sont pas signés, ces papiers-là, c'est souvent écrit cet article n'a pas été réalisé avec le concours de la rédaction. Mais quand vous remerciez un média ou un journaliste pour je cite une phrase que je vois souvent sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, merci pour cette mise en lumière. Ah oui, alors… C'est le pire. Ouais. C'est le pire. Il faut surtout éviter de faire ça. Et souvent, ce n'est pas des communicants qui vont faire ça, c'est des dirigeants. C'est-à-dire, ils sont tellement contents d'avoir la retombée qu'ils vont le faire. Et eux, ils n'ont pas, quand ils n'ont pas d'expérience auparavant, ou que leur DIRCOM ou que leur RP leur a pas dit surtout ne le fais pas, eux, ils sont tellement contents qu'ils le font. Et en fait, je trouve que c'est presque pire que le communicant. C'est dévastateur. Et même par rapport à la relation qu'ils pourraient entretenir avec les journalistes, c'est dévastateur. Bon, on est d'accord. Voilà de mon côté, je ne monopolise pas la parole plus longtemps. Je vous passe le relais, Lisa. Merci, Hugues. Écoutez, là, moi, je vais enchaîner sur les tendances RP pour l'année à venir. Alors, un point très important, c'est que les relations publiques poursuivent leur mutation. Et ces mutations, on parlait tout à l'heure d'organiser des confs de rédac en service de presse, en miroir de ce qui se passe dans les médias. De la même manière que les médias évoluent énormément, on doit, nous, évoluer avec nos pratiques. Donc,
qu'est-ce qui nous y contraint, entre guillemets? C'est d'une part le fait que les journalistes soient de moins en moins disponibles, y compris pour des échanges informels. Et ça, c'est une discussion que j'ai souvent avec des confrères et des consoeurs. C'est qu'il n'y a plus ce temps qu'on avait avant, il y a même 5, 6, 7, 8, 10, 15 ans en arrière, où on pouvait aller prendre un café sans avoir de raison particulière de le faire, juste pour savoir un peu quoi de neuf dans la rédac, quoi de neuf dans l'entreprise, etc. Ça, c'est de moins en moins le cas. Ça arrive encore, mais c'est beaucoup moins présent. Et c'est dommage parce que c'est hyper utile pour la compréhension justement des audiences, des enjeux, des problématiques, etc. Les rédactions, elles se sont beaucoup réduites en taille. Elles sont moins mobiles, et ça, ce n'est pas uniquement vrai à Paris. C'est vrai aussi dans les grandes métropoles régionales. C'est-à-dire qu'avant, on proposait des déplacements, des rendez-vous sur site, mais s'il n'y a pas une raison majeure de le faire, et même s'il y en a une, il n'y a pas forcément la dispo. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça vient au détriment de la vérification des faits, de la couverture, etc. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Hugues, mais pour moi, c'est vraiment c'est dommageable à la fois pour les entreprises, mais pour les rédactions, en fait, et pour l'audience in fine, quoi. Bien sûr, parfaitement d'accord. Après, dans la manière de traiter les infos qui sont délivrées par les services de presse, nous, on a constaté quelque chose, c'est que parfois, vous allez envoyer régulièrement des communiqués de presse, des pitchs ou des actus à des journalistes qui ne vont pas les traiter immédiatement, mais qui vont leur permettre, en fait, au moment où c'est opportun pour eux, d'avoir toute l'actu de la boîte et de se dire, là, en fait, j'ai tellement d'actu que même si ce n'est pas de l'actu chaude, ou parce que c'est de l'actu chaude, au contraire, je sais que telle boîte, ils ont des choses à raconter. C'est-à-dire qu'il y a des médias où il y a des services qui vont plus s'inscrire forcément dans des cycles médiatiques qui sont liés à une actu chaude, mais qui vont vouloir maîtriser leur tempo et qui, du coup, ne vont pas être dans un niveau de réponse que les services de presse ont l'habitude d'avoir, ont eu l'habitude d'avoir, et qui vont se retrouver déstabilisés par ça. Parce que, en fait, chaque média va fixer un petit peu son tempo médiatique pour ne pas être assujetti justement à tiens, le gouvernement annonce ça, on va parler de ça. Oui, ça arrive. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que ça. Et donc, pour rester, en fait, sur le haut de la pile tiens, je suis en top of mind de tel journaliste, et il faut leur envoyer des actus régulières tout en sachant qu'ils ne vont pas en faire quelque chose dans l'immédiat. C'est un peu cette histoire de longue traîne qui est super importante et qui de plus en plus l'est. Exactement, mais c'est un truc qu'on observe, nous, à Media Connect, avec les communiqués de presse. C'est cette tendance peut-être, moi je considère à tort, que qu'un communiqué en gros est fait pour être tout à fait prêt à consommer, un peu comme du prêt-à-porter, prêt à être publié, utilisé pour publication dans un article, alors qu'en réalité c'est cette relation de confiance qu'il faut tisser avec le journaliste, et ça prend du temps effectivement, et ne pas considérer que si le communiqué n'a pas été utilisé tout de suite, il ne le sera pas forcément plus tard. Si, ça peut arriver en fait. Parfois, il y a un communiqué de presse qui peut être utilisé 6 mois après publication. C'est évident parce que le journaliste, à ce moment-là, va se pencher sur le sujet et sera bien content d'avoir des ressources à disposition, quand même elles ont 6 mois. Donc, bien sûr. Complètement. Et alors, il y a un sujet vachement intéressant sur la durée de vie et la date de péremption d'une info, un sujet dont on discute souvent entre attachés de presse, parce qu'en fonction des secteurs, la date de péremption, entre guillemets, avec des gros guillemets, d'une info n'est pas la même. Dans les secteurs type art de vivre, lifestyle, on voit que la durée de vie d'une info, elle peut se compter en années. Parce que, en fait, c'est des sujets froids la plupart du temps. Des destinations, des hôtels, des choses comme ça. En corpo, en institutionnel, évidemment, la durée de vie d'une info est beaucoup plus courte. C'est aussi ça qui conduit quelque part les directions de communication ou les dirigeants à se dire si j'ai pas eu un papier dans la semaine de l'envoi de mon CP, c'est un échec. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Donc il faut avoir un peu une vision long terme, et c'est d'ailleurs pour ça que quand on a des entreprises qui viennent nous voir en nous disant je veux faire un one shot d'un mois, on leur dit mais ça marchera pas, et ça marchera pas aussi pour cette raison-là. Bien sûr. Bon, c'est une incise, mais c'est un truc assez important. Et ça, c'est en lien avec l'autre tendance. Ça paraît contre-intuitif, mais les cycles médiatiques sont de plus en plus courts. Ça veut dire que même si vous avez des journalistes et des rédactions qui prennent du recul par rapport à ces cycles médiatiques et fixent eux-mêmes un peu les sujets dont ils ont envie de parler parce qu'il y a une demande pour ça de la part du public, les cycles médiatiques restent très courts. Et donc, quand vous voulez faire du rebond sur l'actu,
il faut être ultra réactif. C'est-à-dire qu'en gros, soit vous êtes dans le tempo, soit vous n'y êtes pas. Si vous n'avez pas la capacité de réagir, de proposer un porte-parole pour illustrer un sujet que vous avez vu monter ou qui arrive tout d'un coup, une polémique ou etc., 2 ou 3 jours après, c'est fini, c'est fichu. Donc ça, il faut être organisé pour ça. Enfin, une autre tendance qui vient nous toucher directement, c'est les changements nombreux qu'il y a eu dans les rédactions en 2024. On a connu un mercato assez élevé. Comment ? Intense, oui, complètement. Ouais, et qui n'est pas fini. En fait, moi, j'ai le sentiment qu'il n'a pas pris fin. Hein. C'est-à-dire que ça a été le mercato toute l'année et c'est toujours pas fini. Et donc, ça, c'est un sujet un peu RH, on va dire, mais il y a aussi un aspect économique, c'est qu'il y a des consolidations à venir, des rédactions qui vont mal, qui mettent la clé sous la porte, qui sont en redressement judiciaire. Et pour des communicants, c'est jamais une bonne nouvelle que le paysage médiatique s'étiole comme ça, même s'il y a des nouveaux médias qui naissent aussi par ailleurs. Bon, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est un petit peu les tendances, on va dire, affirmées qu'on voit. Pour ce qui concerne les tendances qui sont un peu plus émergentes, bon, je ne vais pas vous faire un cours sur l'IA aujourd'hui parce que ce n'est absolument pas l'objet de ce webinaire. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'en tant que communicant, on s'interroge souvent sur les outils, comment l'IA vient bouleverser notre métier. Il y a un sujet sur lequel il faut être absolument attentif dans l'année à venir, c'est la montée du search. Comment l'IA et le search vont nous permettre de travailler le storytelling des entreprises pour lesquelles on travaille. Donc, construire son storytelling en ligne, c'est de plus en plus important, vraiment. On voit que certains attachés de presse travaillent en regardant Google Trends, Search GPT, enfin voilà. Il y a plein d'outils à avoir en tête et ça complexifie un peu la manière dont on fait notre métier, mais c'est ce qui va faire qu'on va rester, en fait, avec des compétences utiles. Et les attachés de presse et les agences qui ne vont pas prendre ce virage-là, à un moment, elles ne seront plus dans le jeu, je pense. Oui, c'est un point tout à fait important, je me permets. Effectivement, c'est important aujourd'hui que les communicants prennent conscience de ne pas simplement communiquer en boucle fermée, parce que plus on communique en boucle fermée, c'est-à-dire uniquement par des canaux comme email, WhatsApp ou autres, derrière, la présence en ligne n'augmente pas. Avec la montée de ces Search GPT et de l'IA sur le web, la visibilité, elle s'étiole si elle n'est pas entretenue. Donc, c'est un point important que de garantir sa visibilité en ligne en tant que communicant aujourd'hui. Oui, tout à fait. Merci, Victor. Alors, dans les autres points, il y a LinkedIn qui a un peu pris le relais, on va dire, de Twitter /X. LinkedIn est vraiment devenu une plateforme incontournable pour les RP, en particulier sur des sujets corporate, mais pas que. On voit que les journalistes qui travaillent dans les rédactions télé utilisent beaucoup LinkedIn pour faire des appels à témoignages. Donc, si vous suivez des journalistes qui travaillent pour les JT, c'est un peu le bon plan, entre guillemets. Donc, sachez-le. Donc, ça, c'est un point hyper important. Voilà. Et après, vous parliez tout à l'heure, Hugues, de la fragmentation des audiences, des créateurs de contenu, etc. On voit cette diversification des supports qui va continuer avec la montée en puissance des podcasts, mais aussi des newsletters. Et je vous ai mis cette citation du fondateur de The Conversation, Didier Pourquerie, parce que je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Il dit « Le citoyen choisit désormais de s'abonner non plus à un titre de presse généraliste ou partisane, mais à des comptes de personnalités ou de communautés organisées sur les réseaux sociaux. » Et ça, on le voit de plus en plus, même si ça ne se traduit pas forcément en termes de monétisation pour les créateurs de contenu de manière systématique. Je pense aux podcasts notamment. Mais certains tirent vraiment leur épingle du jeu et aujourd'hui, dans un dispositif de RP pertinent, on va mettre des podcasts parce qu'on sait que c'est la longue traîne et on sait que sur certains sujets, en particulier B2B, on peut aller chercher de l'audience ou du business. Donc ça, c'est hyper important. Parenthèse, The Conversation, ils ont justement accordé un podcast, une interview podcast à Media Connect. Donc voilà, c'est parenthèse. Voilà, petit call to action. Enfin, dernière tendance qui se confirme, là, elle n'est pas du tout émergente, mais elle se confirme, c'est la place grandissante accordée aux sujets qui sont orientés solutions. Alors, vous parliez de 2050 Now, par exemple, c'est une bonne illustration de ça. De manière générale, toutes les thématiques qui sont liées au changement climatique, aux questions sociales ou sociétales, elles viennent aussi, dans la manière dont les médias leur donnent de la place, résoudre cette problématique de confiance, en fait.
on parle des sujets qui intéressent le grand public. Et ça veut dire aussi que pour les entreprises, il faut en tenir compte dans la manière dont on va mettre en lumière ces problématiques au sein de l'entreprise, les médiatiser, chose qu'on faisait moins ou pas parce que on a peur d'être accusé de greenwashing. Il y a plein de raisons d'être prudent dans la manière dont on traite ces thématiques, mais il faut travailler ça un peu plus en profondeur parce qu'on sait que du côté des médias, ça va trouver un écho grandissant actuellement et à l'avenir. Et enfin, pardon, je me suis trompée de slide. Dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est le rôle stratégique des RP qui continue de s'affirmer. Ce n'est pas une tendance nouvelle, mais ça continue. Et je pense que tous les RP qui sont connectés seront d'accord avec cette idée. C'est qu'au moment du Covid, on a vu les RP prendre une ampleur et un rôle vraiment stratégique plus important dans les plans de communication. Et aujourd'hui, la capacité qu'on peut avoir, nous, professionnels des relations publiques, à être en prise avec les opinions du grand public, les attentes de toutes les parties prenantes, c'est vraiment au cœur des prises de décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir des campagnes peut-être marketing ou d'opinion qui vont se décider au sein des institutions ou des entreprises. Et on peut avoir ce rôle un petit peu d'être un empêcheur de tourner en rond parce qu'on va dire attention, la manière dont vous voulez médiatiser ce sujet, elle peut être interprétée à tort de telle et telle manière, etc. Et les RP sont vraiment en prise avec les attentes du public. Donc ça, c'est un point important quand vous défendez un peu votre manière de travailler ou le fait que les médias peuvent ne pas accrocher ou accrocher, mais pas de la bonne manière à un sujet dont l'entreprise veut parler. Votre voix, elle a besoin d'être écoutée parce que vous êtes en prise avec les attentes du public. Pour autant, et ça va nous faire la transition avec la suite, on constate quand même tous que beaucoup d'entreprises manquent encore de maturité dans la manière dont elles vont organiser leur présence en ligne, sur la manière de médiatiser leurs activités, de mettre des communiqués de presse en ligne tout simplement par exemple. Et pourtant, aujourd'hui, si on reprend tout ce qu'on vient de dire depuis le début de ce webinaire, c'est un élément stratégique dans la réussite de la stratégie de médiatisation. Donc, on sait que, voilà, vous allez en parler peut-être, Victor, pour la suite, mais c'est un élément clé et c'est d'autant plus un élément clé que si vous n'êtes pas présent en ligne aujourd'hui, votre capacité à émerger, elle est plus que compromise. Tout à fait. Merci beaucoup, Lisa. Je vais conclure ce webinaire et ensuite on répondra à vos questions. Rassurez-vous, le webinaire était prévu pour terminer à 45, mais on pourra continuer au-delà. Il ne s'arrêtera pas automatiquement. Donc, je vais justement vous parler un petit peu des bonnes pratiques qu'on a identifiées justement pour développer votre visibilité aujourd'hui dans ce contexte. Donc, de mon côté, j'échange aujourd'hui régulièrement avec des communicants. Dans le cadre de mes fonctions chez MediaConnect, j'échange avec plus de 300 communicants chaque année, ce qui me permet aussi d'avoir une vision un petit peu des bonnes pratiques et des pratiques qui sont aujourd'hui un petit peu plus à la traîne dans le domaine des relations presse. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus. Le premier point qui est essentiel aujourd'hui dans les relations presse, c'est le ciblage et la personnalisation de vos approches vis-à-vis des journalistes. Il faut aujourd'hui que lorsque vous utilisez un canal, quel qu'il soit, qui sont aujourd'hui tous encore pertinents, vous ayez une approche qui soit vraiment adaptée pour justement maximiser votre performance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, généralement, les organisations ont toutes plus ou moins la même difficulté, c'est-à-dire atteindre des journalistes qui ne sont pas forcément de leur cœur de métier. Quand on est en une entreprise dans l'énergie, ce n'est pas forcément difficile d'atteindre des journalistes de médias spécialisés dans l'énergie. En revanche, quand on va lancer des initiatives dans d'autres domaines, cela peut être plus difficile. Et donc, c'est à partir de là que si vous souhaitez atteindre ces journalistes-là, il faut vraiment que vous ayez une approche qui soit adaptée selon le canal que vous utilisez. Pour ça, tous les canaux, je dirais, je caricature, mais tous les canaux, je dirais, sont encore bons aujourd'hui, mais il faut les utiliser de la bonne manière. C'est-à-dire que si vous passez par l'email, il est important aujourd'hui d'avoir des approches qui soient très personnalisées. Et comme le disait Hugues auparavant aussi,
c'est important d'affiner sa connaissance des médias pour pouvoir avoir des approches qui soient personnalisées et pertinentes vis-à-vis des journalistes que vous allez adresser. Ça, c'est un point qui est clé. Et aujourd'hui, les journalistes recevant une quantité innombrable de communiqués de presse dans leur boîte mail, c'est absolument essentiel pour émerger. Une autre technique, c'est d'utiliser une salle de presse numérique, en l'occurrence par exemple MediaConnect qui a été conçu par et pour les journalistes. Dans ce cas-là, il est important quand même, comme on le disait aussi auparavant, d'avoir une approche actu claire pour que le communiqué aussi émerge et retienne l'attention des journalistes que vous souhaitez avoir sur la plateforme, mais avec une approche qui peut être moins personnalisée vis-à-vis des journalistes en tant que tels. Et le dernier élément, avec la montée des réseaux sociaux dans le domaine des relations presse, ça vous permet aussi d'entrer en contact en direct avec les journalistes pertinents, à nouveau avec une approche très personnalisée, ou bien vous pouvez faire des posts à propos de vos actualités également, ce qui peut fonctionner. Mais dans ce cas-là, il faut aussi s'adapter au storytelling qui est présent et qui est nécessaire d'instaurer sur une plateforme comme LinkedIn, par exemple. Également, ce qui est important, et je rebondis sur ce qui a été dit avant, bien sûr, ce qui est essentiel, c'est l'accessibilité de l'information aujourd'hui et une forme de une transparence dans la communication. Si on veut aujourd'hui effectivement exister auprès des journalistes, et ce sur le long terme, il faut avoir une régularité dans la publication et faire rayonner ces actualités le plus longtemps possible. Et donc aujourd'hui, je rencontre encore beaucoup de communicants qui me disent qu'ils diffusent exclusivement leur contenu par mail ou bien exclusivement sur leur propre newsroom, ce qui peut être limitant aujourd'hui, parce que comme je le disais auparavant, c'est des boucles qui peuvent être un peu fermées, qui ne permettent pas d'avoir une visibilité qui soit large. Et ça fait qu'aujourd'hui, dans un paysage médiatique qui évolue constamment, vous risquez en fait de passer à côté d'opportunités de visibilité qui seraient très intéressantes avec les nouveaux médias qui émergent, etc. Donc c'est important aujourd'hui d'avoir une communication qui soit la plus visible possible, également transparente. C'est aujourd'hui valorisé par les journalistes d'avoir une communication qui soit ouverte, visible et sincère et accessible sur le web. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit auparavant. Effectivement, aujourd'hui, la possibilité de publier sur une salle de presse, par exemple comme MediaConnect, ça vous permet de renforcer la visibilité en ligne, votre référencement naturel, votre SEO dans les moteurs de recherche. Et c'est clé aujourd'hui aussi avec l'utilisation croissante des moteurs de recherche qui sont boostés à l'IA et de l'IA en elle-même, de ChatGPT et autres. Un autre point, ce sont les KPI. Comme le disait justement Lisa tout à l'heure, la reprise média ne doit pas être l'alpha et l'oméga de l'envoi d'un communiqué de presse, même si les directions, on sait que c'est leur critère, un des critères principaux encore aujourd'hui pour se lancer dans les RP. Il y a une étude qui est sortie par un cabinet Propel MyPR. Seulement 3% des CP aujourd'hui, lors d'un envoi, sont lus par les journalistes. Donc c'est vraiment un volume très faible. C'est pour ça que la régularité est importante et il ne faut pas uniquement juger les actions une semaine après l'envoi d'un communiqué de presse. Ça peut prendre du temps également et ça demande de la régularité. Et il y a d'autres aspects qui sont importants à suivre dans vos relations presse. C'est tout simplement la consultation de votre contenu, la comparaison entre vos publications pour pouvoir faire de l'amélioration continue de vos approches vis-à-vis des journalistes, la comparaison avec des organisations similaires aux vôtres en termes de performance. Alors ça, c'est pas toujours simple, mais il y a des partenaires, des agences ou MediaConnect, par exemple, peut vous aider aussi à comprendre la performance de vos RP par rapport à d'autres organisations. Et le dernier point qui est essentiel aujourd'hui, c'est de surveiller sa visibilité sur les réseaux sociaux et de faire une veille sur ces canaux qui ont une importance croissante. Par rapport à cela, je vous redirige également vers un contenu, une vidéo qu'on avait fait avec Frédéric Fougera, qui parlait d'un portrait dans la presse économique. Ça a un intérêt, certes,
Mais aujourd'hui, si votre portrait apparaît par exemple dans le support papier uniquement d'un média, il n'aura pas du tout le même reach que si c'est un portrait qui est accessible et que vous pouvez relayer sur le web. Donc il faut toujours se poser la question, certes c'est prestigieux d'avoir son portrait et une reprise dans un média statutaire papier, mais il faut vous poser la question de l'objectif que vous recherchez derrière par rapport à cela. Et sur la veille sur les réseaux sociaux, nous avons établi un partenariat avec une société qui s'appelle Deep Opinion, justement qui vous permet de faire des études de l'impact de vos relations presse sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui est aujourd'hui un peu un angle mort dans les RP, parce que souvent, et enfin, c'est quelque chose qui devrait changer. Souvent, la partie réseaux sociaux et RP dans une entreprise sont séparés. Or, les RP ont un impact qui est essentiel aujourd'hui là-dessus. Enfin, un dernier point que je souhaitais évoquer, c'est on parle de contexte d'infobésité, on parle aussi beaucoup de fausses informations qui circulent dans ce magma d'infobésité. Aujourd'hui, la tendance qui est que des faux communiqués émergent et se propagent est constante, existe. Je vous en ai mis quelques exemples ici, avec Vinci, il y a quelques années, qui avait été victime d'un faux communiqué de presse sur ses résultats financiers. Il y a peu, c'était sur les usages de l'eau, également dans des départements en France. Donc ça concerne tout type d'acteurs et c'est une tendance qui est constante aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est quelque chose dont vous pouvez aussi vous prémunir grâce à des nouvelles technologies, en l'occurrence la blockchain, qui vous permet en fait d'apposer un tampon indélébile sur vos communiqués de presse, qui permet derrière aux journalistes de vérifier que le communiqué est authentique, émane bien de l'organisation en question qui l'a diffusé, ce qui leur permet d'être sûrs lorsqu'ils reprennent une information que ce soit bien la bonne. Et Pierre Auberger, par exemple, le directeur de la communication de Bouygues, avait déjà témoigné en 2019 sur cette importance aujourd'hui d'utiliser cette technologie-là. Il y a beaucoup d'acteurs qui l'ont déjà sur leur newsroom et c'est quelque chose qu'on propose aussi via MediaConnect aujourd'hui. Voilà pour les bonnes pratiques. Je ne sais pas si Hugues ou Lisa, vous souhaitiez réagir par rapport à cela. Si, alors juste sur la partie social media, il y a quand même de plus en plus de services dans les entreprises et d'agences qui ont compris depuis une dizaine d'années que social media et RP devaient être liés. Donc, en tout cas, nous, c'est une pratique qu'on a à l'agence depuis toujours et ça fait longtemps. Mais parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on fait notamment de la gestion de crise, on ne peut pas la faire indépendamment des réseaux sociaux, en fait. Et quand on a des sujets qui sont de plus en plus chrysogènes, très clairement, on ne peut pas s'en affranchir. Vraiment, c'est indispensable, quoi. Donc, je pense qu'il y a quand même quelques endroits où c'est le cas. Maintenant, ce n'est pas forcément systématique et c'est aussi pas forcément systématique en raison du fait que la présence sur les réseaux sociaux des entreprises, elle dépend aussi de leur cible marketing, quoi. Tout à fait. Nous allons passer aux questions-réponses. Donc, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient apparus dans le chat. Donc, je vais m'en faire. Oui, alors, il y avait une question, je vois, sur en cas d'interview, il y avait une personne qui disait que ça lui paraissait normal de remercier en cas d'interview. Alors, peut-être, je ne sais pas, Hugues. En fait, alors, là où c'était vraiment critique sur la question du merci, c'est surtout si ce merci est fait publiquement. Après, s'il y a en réalité, si jamais je fais l'interview de peu importe l'acteur et qu'il m'envoie un SMS en me disant merci pour cette interview, je vais moins m'offusquer que si jamais la personne fait une publication sur les réseaux sociaux entre guillemets en m'affichant. Parce que cette histoire de connivence, de soupçon de connivence dont je parlais, elle est beaucoup plus forte dès lors que c'est public. Donc disons que si c'est une forme juste de
d'amabilité, de courtoisie, d'envoyer un message en disant directement au journaliste merci, bon, je pense que ça peut passer. Ça peut passer. Mais le journaliste, il aura souvent tendance à penser qu'il a juste fait son job, quoi. Donc, c'est à vous de jauger, je dirais. Dans les questions, il y avait aussi une question sur est-ce que tout ce qu'on décrit, ce sont des tendances universelles ou que c'est dépendant de la culture ou des aires géographiques. Alors moi, je peux répondre sur la partie RP. J'ai envie de dire les deux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont universelles. Le fait que un journaliste ne va pas forcément faire usage immédiatement du communiqué de presse qu'il reçoit et que ça ne veut pas dire que la campagne n'est pas une réussite, ça, c'est valable, je pense, pour toutes les aires géographiques. Moi, je le vois dans plein de pays, pas uniquement en France. Après, la manière dont les cycles médiatiques évoluent, ça aussi, c'est quand même assez universel. Hein, c'est la rapidité, etc. Ce qui peut être un petit peu plus dépendant de la culture, c'est aussi les pratiques des RP en fonction de ce qu'attendent les journalistes en fonction des pays. Ça, c'est certain qu'il y a des petites subtilités quand même, je pense. Notamment dans la manière dont on va valoriser une info, dont on va la présenter aussi. Voilà. Je suis d'accord. Il y avait une question sur le besoin d'expliciter le terme de search pour cet anglicisme. Alors, le search, en fait, c'est tout ce qui concerne les recherches qu'on peut faire sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et quand on parle de search, on parle de comment on peut influer sur les typologies de recherche ou en tirer parti, que ce soit sur les moteurs de recherche ou donc sur les plateformes d'intelligence artificielle type ChatGPT, Perplexity, etc., etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Google subit une concurrence énorme de ces plateformes-là parce qu'il y a beaucoup de personnes, et notamment les jeunes, qui utilisent d'autres plateformes pour rechercher des infos et qui vont soit utiliser des outils d'IA, soit les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on parle après de bulle informationnelle. Et souvent, chez les jeunes, ce qu'on observe, c'est qu'ils n'utilisent plus Google pour chercher une info, ils vont utiliser TikTok, par exemple. Ça, c'est une tendance très forte. Et de manière générale, les professionnels aussi ou les étudiants d'ailleurs, qui utilisent quand même énormément ChatGPT, notamment, mais pas que, utilisent beaucoup ces outils-là. Donc, si on ne pense pas la manière dont on construit les sites Internet, les informations pour que ce soit utilisable et valorisé sur ces plateformes-là, on manque une partie de son audience, en fait, quoi. Il y a une question en parlant de social media. X est-il encore une plateforme pertinente pour les journalistes? Faut-il investir Blue Sky? Investir Blue Sky, dans l'absolu, c'est toujours intéressant d'y être, puisqu'effectivement, il y a un mouvement de certains journalistes qui quittent de rédaction, même qui décident d'arrêter d'être sur X. Pour autant, il y en a encore quand même, je dirais même la majorité des médias considèrent qu'il est important de demeurer sur X et de pas laisser X en fait de laisser X dans une espèce de no man's land ou de la désinformation ou voilà, et qui considèrent que en tant que journaliste, ils ont encore intérêt, justement parce qu'il y a beaucoup de désinformation, à être cette espèce de vigie comme ça dans l'obscurité. Donc je dirais que investir dans Blue Sky, c'est intéressant dans la mesure où il y a quand même effectivement des journalistes qui transitent vers. D'ailleurs, il y a pas mal de journalistes qui gardent leur compte X et précisent dans la description qu'ils sont en transition vers Blue Sky, parce qu'ils ont bien conscience que voilà, il y en a encore qui sont sur X. Donc je dirais, si c'est pas trop coûteux pour vous en temps et en énergie, il me paraît intéressant effectivement d'aller regarder Blue Sky, en ayant en tête quand même que jusque-là, depuis le rachat de X par Elon Musk, dans les faits, on n'a pas encore trouvé, c'est pas la panacée, quoi. Entre Threads, Blue Sky, Mastodon, personne s'est vraiment encore imposé à date. Voilà, il faut juste l'avoir en tête. Il y avait une question sur qu'est-ce qu'une salle de presse numérique?
Alors, Ouais. une salle de presse numérique, en fait, en quelques mots, c'est un portail sur lequel les journalistes peuvent s'inscrire, choisir leur centre d'intérêt et derrière peuvent obtenir un flux personnalisé d'informations. Donc, c'est un outil qui est à la main du journaliste pour venir sourcer de l'information d'une manière différente par rapport à ce qui est fait aujourd'hui, le canal mail notamment. Et c'est ce qu'on fait chez MediaConnect, en fait. Aujourd'hui, sur notre portail, on a plus de 300 organisations qui ont publié des actualités pour se mettre en avant des journalistes pertinents selon tous les sujets qu'ils ont pu aborder, voilà, afin de gagner en visibilité vis-à-vis des bons journalistes. Et il y avait une autre question, justement, je trouve qui est plutôt en lien, c'est CP mise en ligne sur le web versus réservé aux journalistes. Ça, c'est une bonne question. Ouais, alors, en fait, ça dépend. Je pense qu'une fois que vous avez envoyé cette info à des journalistes, ne pas la mettre en ligne, c'est dommageable. Sauf si vous êtes dans une démarche où ce n'est pas une info que vous voulez rendre très, très, très visible. Ça peut être le cas, mais c'est quand même dommage. En revanche, moi, j'aime bien la pratique de l'embargo, c'est-à-dire de réserver une info de manière préférentielle à quelques journalistes avant de la diffuser plus largement, parce qu'on sait que d'abord, les journalistes apprécient d'avoir l'info un peu en amont et ça permet aussi de garantir la publication de 1 ou 2 ou 3 articles au moment où vous allez envoyer votre communiqué de presse. Et ça, c'est une pratique qui est assez utile dans le sens où vous avez déjà des papiers, donc il y a un espèce de mouvement de FOMO qui va se mettre en place, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de louper une info. Si vous voyez que vos confrères ont déjà traité, vous vous dites, bon, je vais être un peu obligé de le faire. Donc ça, c'est un peu une tactique RP, mais voilà. Je précise juste, sous réserve de bien respecter l'embargo. Parce que le principe d'embargo n'est pas toujours respecté. Et ça, c'est un truc qui agace pas mal les journalistes à juste titre. Parce que justement, ils se préparent en pensant qu'ils auront la primeur. Et finalement, si ça leur passe sous le nez, c'est assez regrettable. Voilà. Ouais, alors ça, c'est vraiment une question, je pense, d'éthique professionnelle, de se dire, c'est la parole donnée. C'est-à-dire, si vous dites à un journaliste, je te la file à toi ou je la file à 2, 3 confrères et je te le dis. Parce que ça moi, ça m'arrive de le faire, de dire, écoute, je te file l'info, mais tu n'es pas le seul à qui je file l'info. Sache que une ou 2 autres personnes l'ont. Après, libre à vous, en possession de toutes les infos, de dire oui ou non. Par contre, effectivement, ce que décrit Hugues est très juste, c'est-à-dire si vous dites à un journaliste, je te file l'info, je sais pas, avant tout le monde et que je vois que, en radio ou en télé, on en parle, bon, là, à raison, on peut être un peu fâché. On va prendre encore 5 minutes et les dernières questions, si ça vous va. Ouais. Alors, j'ai pas... Alors, la dernière qui a été posée, quelle approche recommandez-vous pour contacter les journalistes de presse spécialisés si nous n'avons que très rarement, une fois tous les 5 ans, besoin de communiquer à travers la presse pour annoncer des fusions ou des acquisitions? Voilà. Alors, la vraie question, c'est pas parce que vous avez besoin de communiquer rarement qu'il faut couper le lien. Donc, pour moi, la vraie question, elle est, est-ce que vous entretenez le lien? Et c'est ça ma réponse, entretenez le lien. L'approche, c'est de ne pas couper la communication. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de communiquer régulièrement, mais par contre, si vous êtes totalement absent de l'univers mental de vos journalistes de presse spécialisés, quand vous revenez, d'abord, en 5 ans, la rédaction, elle a pu changer. Vous n'allez pas forcément retrouver les mêmes personnes. Et ils ne vont pas forcément se rappeler de qui vous êtes, sauf si vous êtes un acteur majeur. Mais un acteur majeur qui communique que tous les 5 ans, ça me paraît surprenant. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, gardez le lien, même pour donner des nouvelles qui ne nécessitent pas de publication ou de choses comme ça. Pour moi, c'est la meilleure approche quand on n'a pas besoin de parler régulièrement. Tout à fait. Après, nous, effectivement, on recommande, comme on l'a dit pendant le webinaire, la régularité dans les prises de parole. Souvent, ce qui peut être difficile, c'est d'avoir les bons contacts lorsque vous souhaitez, si jamais vous restez sur cette stratégie de communiquer de manière très ponctuelle, c'est difficile parfois d'avoir les bons contacts. Nous, chez MediaConnect, on propose justement du à la carte si vraiment vous avez besoin à un instant T d'une communication et d'une visibilité vis-à-vis des journalistes pertinents pour une annonce importante. Et comment entretenir ce lien? Il n'y a pas de lien, justement, malheureusement.
Bah là, franchement, à part ce que Victor vient d'expliquer, Mmh. il faut commencer quelque part. Donc il Bien faut le sûr, il faut commencer quelque part, je suis d'accord. Ouais. Il y a des commentaires juste qui ont été faits sur l'embargo. Ne pas oublier qu'il y a aussi les journalistes qui ne respectent pas l'embargo et publient avant la levée de l'embargo, pas pro non Oui, ça plus. c'est vrai. Nous Bah sommes ouais. parfaitement d'accord, Joséphine. Ouais, et L'embargo, alors, mais ça, c'est à vous, en tant que RP, de connaître un peu les journalistes à qui vous allez proposer l'embargo et être un peu plus certain de la personne et de sa fiabilité, hein, très bien sûr, clairement. la confiance marche dans les deux sens, c'est sûr. Peut-on L'embargo envisager... n'est pas recommandé par l'AMF à partir du moment où l'entreprise est cotée. Bah oui, mais donc ce qu'on dit ne s'applique pas forcément aux entreprises qui sont cotées en bourse, quoique. Peut-on envisager de partager l'article publié par le journaliste sur le LinkedIn de l'entreprise sans inclure de remerciements explicites? Ça offusque. Je vous prends l'exemple des Échos, ça arrive régulièrement qu'il y ait des entreprises qui publient des contenus. Je sais que ça les choque pas forcément, ça fait partie du truc. Effectivement, sans avoir à les remercier publiquement, c'est mieux parce que eux, pour le coup, ils traitent avec plein de boîtes. Donc, faut pas qu'on laisse penser que voilà, ils ont une proximité quelconque. Après, y a pas de, ils vont pas s'offusquer parce que vous allez publier le contenu en question, en faisant quand même attention à une chose, c'est de ne surtout pas publier l'intégralité du contenu. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui prennent le PDF, une capture d'écran, et qui mettent tout le contenu rédigé, visible de tout le monde. Ne pas oublier que que l'information a un coût, a un prix, que la presse n'est pas forcément gratuite, pas tous les médias en tout cas. Et donc l'usage, vraiment, si vous voulez préserver de bonnes relations avec les journalistes, c'est si jamais vous prenez une capture de tout l'article, c'est de flouter une partie ou de masquer certaines zones de telle manière que les gens qui sont vraiment intéressés par le contenu, en fait, ils vont payer pour le lire parce que c'est quand même le modèle économique des médias qui est en jeu. Voilà. Tout à fait. Je pense qu'on prend une dernière question et puis ensuite on va arrêter là. On a de toute façon votre historique de questions, donc on pourra revenir vers vous plus tard par rapport à celle-ci. Et la question a été posée, mais il y aura un replay, évidemment. Oui, il y aura un replay, bien sûr. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut... Il y avait une question sur la blockchain. Effectivement, dont j'avais Ah oui, sur parlé. les métadonnées, ouais. Donc, et sur les métadonnées, effectivement. Donc, pour la blockchain, effectivement, l'idée, c'est que via un système, par exemple, comme MediaConnect, vous pouvez poser un jeton blockchain sur votre communiqué de presse. Et en fait, derrière, les journalistes qui utilisent la plateforme MediaConnect peuvent vérifier à travers une interface si le communiqué a bien une certification et donc est bien authentique. C'est comme ça que ça se passe. Et l'avantage, c'est que si ce document, vous le partagez aussi via d'autres canaux, vous pouvez rediriger les journalistes vers notre plateforme, par exemple, pour qu'ils se rassurent quant au fait que le communiqué soit bien le communiqué original. Tout à fait. Et sur les métadonnées, effectivement, je parle toujours de notre service. On permet aux communicants d'ajouter des métadonnées à leur publication pour développer leur référencement. Et c'est effectivement une bonne pratique à avoir aussi sur vos sites web en tant que communicant, d'en insérer pour si vous souhaitez faire que vos CP contribuent à votre référencement naturel. Parfait. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, je merci à tous les participants. Voilà, on a vu que vous aviez plein de questions, beaucoup d'intérêt. Vous étiez nombreux ce matin. Effectivement, il y aura un replay. Le lien vous sera envoyé très rapidement. Et puis, pour les questions auxquelles on n'a pas répondu, on va essayer de vous y répondre de manière asynchrone un peu plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Victor, merci Lisa. Merci beaucoup, merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.